Eh ben, merci beaucoup, merci d'être venu aussi nombreux. Et je tiens à remercier de m'avoir accueilli et m'avoir invité pour cette conférence. Donc là, on va parler un peu du système solaire et on va aborder les thématiques un peu sur la Terre et Mars. Et puisque justement l'événement se tient au cœur, la mission 2020 et du coup qui va être bientôt lancée. Et donc je vais parler quelques rappels de généralité du système solaire. Donc ce que c'est le système solaire, vous savez tous, hein, c'est notre habitat dans la galaxie. C'est des planètes, on a 8 planètes, on a des astéroïdes, des comètes, quoi d'autre, des satellites, des planètes naines. Enfin, ce sont à peu près les mêmes objets, on les a classés différemment, hein. Et après, on a du matière, de la poussière qui tient dans le système solaire, et même des objets qu'on a envoyés vers les endroits lointains, depuis des sondes voyageurs, jusqu'à des nouvelles missions qui viennent de lancer ce week-end-là sur le parc Solar Orbiter et tout ça. Donc, il y a tout ça, et il y a nous aussi. La seule vie qu'on connaisse exister. Donc ça fait tout. Sans vous oublier le Soleil, notre étoile, le système solaire. Voilà. Après, des planètes, hein, donc il y a une définition adoptée depuis 2006 qui nous a laissé avec 8 planètes. Donc, on a bien défini un cratère auquel les objets du système solaire doivent répondre. Donc, ces 3 critères sont déjà, il faut avoir une orbite autour du Soleil. Du coup, c'est l'objet principal de gravitation du système. Et après, il faut avoir avoir une forme hydrostatique en équilibre. C'est-à-dire, en fait, il faut pouvoir. C'est pas comme un astéroïde. En fait, il faut avoir assez suffisamment de masse pour que l'objet puisse assumer une sorte de forme sphérique. Et voilà, du coup là, il faut suffisamment de gravité, enfin, il faut que l'objet ait une masse, enfin, il faut qu'il fasse un taille plus de 1000 km à peu près, pour des densités qu'on connaît dans le système solaire. Après, il faut également faire une sorte de ménage dans son orbite, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'objets qui partagent la même orbite. Du coup, à force de passer dans cette orbite, en fait, il faut qu'il ramasse toutes les matières qui est présente, ou bien les écarter, les dégager de leurs orbites, du coup, c'est-à-dire dominer son orbite. Du coup, c'est le troisième critère à qui répond pas Pluton. Du coup, en fait, on l'a déclassé comme une planète naine. Voilà, ce sont les critères. Après, il y a eu tout un tas de découvertes des exoplanètes et tout, après des nouvelles techniques de plus en plus. Du coup, là, en fait, ça remet en question certains critères, mais ça reste toujours l'actualité quand même. Voilà. Voilà, après, on a des planètes telluriques, hein, ce qu'on appelle les planètes rocheuses, du coup, qui ont une densité plus élevée que les autres, qui sont, eux, pour leur part, ils sont formés des roches, des silicates et des métals. Donc, voilà. Et après, des planètes gazeuses et des planètes glacées. Donc, voilà. Vous avez ici un aperçu de ces planètes du système solaire. Donc, on a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et ce sont des objets plus grands, une masse importante. Ce sont des premiers objets qui se seraient formés du système. Et voilà. Après, ils partagent beaucoup d'hydrogène et beaucoup de gaz. Et ils ont tout un anneau, en fait, ou plusieurs anneaux, et voire beaucoup de satellites, parce qu'ils dominent beaucoup plus d'environnement autour d'elles, parce que là, si on parle pour évoquer une sphère d'influence, il faut évoquer les sphères Hill. Donc, c'est-à-dire, le plus on est éloigné du Soleil, en fait, plus on peut dominer. Et après, si on a une densité plus importante, également, on peut dominer un endroit qui est plus répandu. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus des satellites qui sont à la fois peut-être formés in situ ou bien qui sont des objets qui sont capturés pendant l'époque
des formations de planétaires et où se baladaient les objets avec des vitesses très importantes pendant les migrations planétaires dont on va parler tout à l'heure. Voilà, ça c'est le cas. Voilà. Et il faut parler du début du système. On savait en fait que ça a commencé avec une nébuleuse où on avait un nuage de gaz, de poussière. Et voilà, c'était une idée qu'on avait. Après, avec des instruments qui sont plus poussés, en fait, là récemment, enfin, depuis des années 90, 95, on a aperçu le premier exoplanète. Du coup, c'est une planète qui orbite une autre étoile que le Soleil. Donc, c'était un résultat qui était inédit à l'époque. En fait, justement, les découvreurs Michel Taylor et Didier Queloz, ils viennent de recevoir le prix de Nobel pour physique récemment, justement pour cette découverte. Du coup, en fait, c'était le premier exoplanète qui a bouleversé toute notre connaissance des formations planétaires et ce qui est évoqué par la suite, appuyé par des simulations numériques, les idées de migration des planètes. C'est-à-dire une planète pourrait former un endroit et après il peut se migrer dans le système en changeant la distance pendant l'époque de formation. Et c'est ce qu'on pense que Jupiter aurait fait et ce qui aujourd'hui on peut constater à plusieurs évidences en fait. Du coup voilà. Du coup il y a une étoile qui naît en fait de cette nuage de nébuleuse et en fait il y a un échange de matériel en fait dans les directions radiales. Et également en fait il y a en direction polaire il y a des matériaux qui sont versés partout en fait. Du coup ça permet un mélange. Et voilà, du coup, même dans la ceinture astéroïde, en fait, la ceinture principale d'astéroïdes, on peut aujourd'hui trouver des objets qui ont de la matière glacée, qui démontrent une sorte d'activité au passage des périhélies. Voilà, on pense que c'est comme ça que ça se passe. Et après, là, avec des nouveaux instruments, en fait, on arrive à résoudre d'autres systèmes en formation, justement. Là, vous voyez cette étoile exoplanète PD70b. Et en fait, du coup, son étoile, elle est masquée ici. Là, ce que vous voyez, c'est en fait, elle a fait dans son premier temps, fait une sorte de nettoyage dans son système en accumulant la masse de plus en plus. C'est comme Jupiter serait formé dans un premier temps. Et par la suite, Saturne. Et, voilà. Du coup, ça met une forte contrainte sur la formation. Également aussi, on a des exoplanètes de Beta Pictoris B qui appuient également, qui constatent ces événements. Voilà, ça c'est juste vous donner une idée sur la formation d'un système stellaire. Après, il peut y avoir plusieurs étoiles. On peut en trouver pas mal de cas où il y a 2 étoiles et il y a des planètes également. Voilà, du coup là, en fait, là, vous voyez, en fait, ça serait le cas pour le système solaire, comme on connaît actuellement. Donc là, il y a des disques d'accrétion à partir de laquelle forment des planètes. Du coup, le nuage devient un disque aplati au fur et à mesure. Et en fait, il y aura un mixing dans un premier temps. Vous avez des objets plutôt rocheux qui sont rouges et après plutôt glacés en bleu. Ici, en fait, comme il y a du coup, ce qu'on appelle le modèle grand axe, c'est la première phase du système solaire qui concerne par ce modèle, en fait, du coup, qui donne par la migration de Jupiter, en fait, il aurait faire un mélange d'objets. Et après, par la suite, il y a les planètes telluriques qui se font. Après, il y en a qui se font éjecter du système. Il y a pas mal d'objets. C'est comme ça qu'on peut voir le nuage d'Oort, des objets assez lointains, mais qui sont toujours en orbite autour du Soleil. Et après, on a des modèles de Irritable Bombardment. Du coup, c'est l'époque des immigrations expliquées par le modèle de Nice. Qui me démontre en fait Jupiter s'est rapproché. Du coup, ça a évoqué pourquoi la Mars elle a une masse assez faible par rapport aux autres planètes telluriques.
Du coup, Mars est un dixième de Mars-Terre. Et donc, on pense que Jupiter aurait provoqué une perte de Mars pour la formation du Mars, et pour ça qu'elle n'aurait pas eu suffisamment de masse pour. Du coup, il y avait des objets, après il y avait des satellites capturés, et plusieurs arguments pour appuyer sur le modèle de Nice. Voilà, du coup, tout ça, c'est dans les premières milliards d'années de système. Après, c'est coulé 3,4 milliards d'années. Aujourd'hui, on a des planètes qui sont comme ça, qu'on le voit. Du coup, il y a un mixing hyper important qui est visible. Voilà. Après, voilà, c'est 51 Pégasi b, c'est la première exoplanète qui est découverte. Ça serait une Jupiter chaude, non pas des orbites, des objets comme Jupiter, mais qui étaient observés assez proches de son étoile. Donc, ce qui n'était pas attendu, en fait, du coup, ce qui a donné que ça serait migré, en fait, de l'endroit où ça serait formé. Et là, on parle aujourd'hui également de la sonde d'habitabilité, en fait, ce qui, ça dépend de plein de critères. Si on le définit par la présence de l'eau liquide, en fait, la Terre serait dans cet endroit, et ça touche à peu près les deux orbites de Vénus et Mars. Mais on a observé le système TRAPPIST, je pense que vous avez entendu parler peut-être. Et là, imaginez ça, c'est l'orbite de Mercure. Tout ça, c'est le même distance. C'est comme l'orbite de Mercure. Il y a des étoiles. Il y a une étoile qui est plus petite. Et il y a des objets comme ça. Et il y a plusieurs planètes qui sont dans cette région. Et donc après, il n'y a pas que ça. En fait, il peut y avoir par exemple, sur des planètes comme Jupiter, il peut y avoir posséder des satellites où il y a des forces de marée sont importantes et il y a des frottements, et ça peut générer des chaleurs. Également, il peut y avoir des planètes où il y a beaucoup des atomes qui démontrent radioactivité, qui peuvent générer de la chaleur et qui peuvent bien se trouver trop loin, mais qui peuvent également permettre que le liquide puisse rester dans l'état liquide. Donc, ce n'est pas une critère strict en sens, parce que ça reste, il n'y a pas que ça qui définit pour que la puisse développer tel qu'on le connaît. Voilà. Et voilà, là, c'est la ceinture astéroïde, en fait, principale. Du coup, c'est entre les orbites de Mars et Jupiter. Et voilà, après également, il y a ces deux zones qui sont dans les points de Lagrange, 3, 4 et 5 de Jupiter, et qui sont co-orbitaux avec Jupiter. Et voilà, du coup, ce sont des fournisseurs des géocroisades et même des météorites qui proviennent. Sur ça, il y a des effets dynamiques, des effets Yarkovsky qui font que ces objets entrent dans une résonance sur des endroits, par exemple comme des lacunes Kirkwood. Et là, en fait, ils vont éjeter soit à l'extérieur, soit complètement extérieur du système solaire, et qui peuvent également les ramener vers le système solaire interne. Et donc, voilà, ça, c'est vous donner un aperçu des endroits où pourraient provenir des météorites. Voilà. Là, ce sont quelques astéroïdes connus. On parle d'une astéroïde ou une planète naine, CRS, qui a été découverte en 1801. Et voilà, ce sont des objets observés par des sondes. Du coup, il y avait une sonde NASA, Dawn, qui a observé ces deux-là. Après, il y a des trucs Caspar. Donc, en fait, ça, c'est... ils sont des noyaux planétaires. Du coup, ils ont un noyau différencié. C'est pas comme des astéroïdes de petite taille où ils peuvent se trouver dans différentes formes. Alors que là, c'est plutôt sphérique. Parce que comme plus il grandit, il essaie de garder, il essaie de se mettre dans les formes plutôt sphériques. Voilà. Voilà, ça c'est CRS. Donc on a constaté la présence des glaces
sur CRS, ce qui est, on pense que également une activité qui se relèverait de matière en provenance de l'intérieur, après des impacts, du coup ça se trouve dans un cratère. Voilà. Et pourquoi on étudie tout ça, en fait, des astéroïdes et tout ça, en fait, il y a plusieurs aspects en jeu. La défense planétaire, on sait tout ce qui s'est passé il y a 66 millions d'années. Et les dinosaures étaient, voilà, étaient rasés de la Terre à cause d'un impacteur. Du coup, là, en fait, pour bien comprendre comment s'évoluent les objets, les orbites des astéroïdes, et également l'apparition de la vie, des composants organiques, et également exploitation des ressources. Par exemple, pour les futurs voyages interplanétaires, si on arrive à extraire du matériel, des minéraux, de l'eau, ça pourrait être une bonne avantage. Voilà, voilà c'est ce qui s'est passé. Après, il y a des bolides qui arrivent en permanence sur Terre. Il y en a qui sont des orbites hyper difficiles à cerner, enfin, quand on les observe. Du coup, voilà, ce n'était pas un objet qui était connu avant. Et il est arrivé, c'était en 2013. C'était la météorite Chelyabinsk. Aussi, ça a créé beaucoup de dégâts. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'on s'intéresse également, pas aux planètes, mais également aux petits corps, comme astéroïdes et des comètes. Voilà, ce sont des missions qui sont en cours pour étudier. Voilà, c'est la Ebuzadel, mission japonaise, qui étudie cet objet, Hugo. Et ça, c'est la mission Osiris Rex de NASA qui étudie l'astéroïde Bennu, ce qu'on pense qui contiendrait des matières plus primitives du système solaire. Parce que ce sont des vestiges de la formation planétaire. Comme ça, on pourrait accéder directement à cette matière en prélevant des échantillons de ces objets. Donc voilà, quelques mots sur ça. Juste, voilà, on ne peut pas vraiment observer ça depuis la Terre. Je ne sais pas, vous voyez ça, c'est l'astéroïde Hugo. Et ça, c'est en même couleur. Et en fait, c'est assez sombre ces objets, du coup, il ne réfléchit pas beaucoup de lumière. Et donc, ils sont assez difficiles à observer. Voilà, vous donnez un aperçu des tailles, Cérus, Lune, Terre. Sachant que Cérus, c'est le plus gros astéroïde de la planète naine qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ça, c'est l'astéroïde Bennu, qui est 500 mètres. Le centre Dieppe, je pense que ça peut se qualifier de cette taille. Voilà, également, après, il y a des objets, TNO, qu'on appelle des objets transneptuniens. Ce sont des objets plutôt des noyaux cométaires qui contiennent beaucoup de glace et qui sont assez éloignés. En fait, des fois, ils subissent des perturbations gravitationnelles, des pinces géantes, et ils se voient changer leur orbite. Et ben, des fois, ils ramènent à l'intérieur du système solaire, là où on voit des activités, ce qu'on appelle les comètes. Voilà. Voilà, les comètes, on ne peut pas les observer, leur noyau à distance. En fait, ce sont des objets des comètes qui ont été survolés par plusieurs sondes. Là, vous voyez des objets bilobés, ils sont des formes assez irrégulières. Et il y a beaucoup de glace qui se trouvent. Il y a également des activités. Ça, c'est la comète Halley, qui vient chaque 76 ans. Et c'était la mission Giotto. Ça, c'est la comète 60 Spectrum-Gerasimenko de la mission Rosetta, qui s'est achevée il n'y a pas très longtemps, en 2016. Voilà. Et ça, c'est des comètes qu'on voit depuis la Terre, ou sans on voit des sondes. Du coup, là, on n'arrive plus à voir en fait, des noyaux, en fait. Parce que comme ils sont assez éloignés, ben, quand ils se rapprochent du Soleil, il y a d'activité. Ça nous empêche de voir vraiment à quoi ressemble le noyau. Donc, il a fallu des missions, première mission spéciale comme Giotto, pour nous renseigner sur ces noyaux planétaires, noyaux cométaires. Donc, ça donne des différentes couleurs par rapport les composants chimiques qui sont présentes. Voilà, ça c'est la comète 60 Spectrum-Gerasimenko sur Paris. Ça montre son activité. Cette mission a été pendant 2 ans. Du coup, du moment où il est passé de son périhélie, il s'est mis en orbite autour de la comète. Il l'a accompagné pendant son périph' autour du Soleil. Et comme l'activité, ça devenait plus en plus intense. Et après, comme au fur et à mesure l'activité décroît, on a pu bien étudier la formation des objets comme ça et son évolution surtout. Voilà.
Ça, c'est l'objet qu'on appelait des Ultima Thule, qui a survolé la mission américaine New Horizons après le Pluton. C'était l'année dernière, 1er janvier. Du coup, ça montre également un objet qui ressemble vachement à la comète Churyumov-Gerasimenko, qui se trouve dans la ceinture Kuiper. La comète, elle proviendrait de la même région, en fait. Après, maintenant, elle a une orbite plus rétrécie autour de Jupiter. Donc voilà, ça c'est comment on pense qu'ils sont collés, ce sont des petits compétissimaux qui se seraient collés et formés des plus grands. Après, ce sont avec des vitesses relativement assez moins importantes et se seraient mis en deux, un objet contact. Voilà. Si on va plus éloigné, là, on a le nuage d'Oort, dont on constate la présence grâce aux comètes qui nous proviennent de différentes directions. Donc, comme c'est dans un plan, en fait, c'est l'autre comète qui nous parviennent du même plan, ils proviennent des régions TNO. Par contre, ces objets qui proviennent de ça, en fait, de cette coquille d'objets qui ont été, dans un premier temps, éjetés du plan pendant la migration planétaire, il nous revient par des perturbations des étoiles qui passent ou des marées de la galaxie. Et ils nous viennent de différents endroits, différentes directions, à partir duquel on peut constater une réservoir cométissimo, ou peut-être ça pourrait être également rocheux. Voilà. Et ça trouve plus de 100 1000 unités astronomiques depuis le sommet, sachant qu'une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Voilà, la Terre et Mars, du coup là, j'ai accéléré un peu, là, je vais juste parler un peu. Quelques différences et similitudes, en fait. Voilà, ce sont des planètes, voilà, la Terre, elle est des fois moins dense, moins pesante. Et ce sont des objets qui ont des atmosphères. Mars, elle a une atmosphère assez ténue. Et c'est deux planètes telluriques. Mars montre une activité volcanique. Et ce sont deux planètes qui subissent des saisons, parce que toutes les deux sont inclinées, de presque le même degré, du coup on a le même. Et le jour, c'est presque pareil, une journée martienne, c'est 24 heures, 40 minutes. Gravité, c'est un tiers de celle de la Terre. Et après, il y a la Lune naturelle, et après, il y a deux lunes, ce qu'on pense des objets capturés, Phobos et Deimos. Voilà. Et voilà, du coup, si on parle de la géologie, du coup, là, vous voyez ici également de la glace qui se trouve au pôle de Mars. Et là, à certains endroits, en fait, on peut trouver des très anciennes terrain où il y a beaucoup de cratères. Ce sont des images d'orbite viking, hein, voilà, qui datent de plus de 40 ans déjà. Et du coup, ça, c'est les volcans sur Mars et de diverses tailles, en fait. Donc là, même, ça, c'est les États-Unis placé sur la carte. Voilà, ça, c'est une météorite martienne. À partir de laquelle on peut constater la présence des minéraux qui sont présents sur la Terre également, en fait. C'est une fine tranche de météorite martienne. Comment on sait que c'est une martienne? Parce que là, on a des rovers qui nous renseignent sur l'atmosphère martienne. Et ben, en fait, également, lors d'un impacteur arrive sur Mars, et ben, il y a beaucoup de morceaux de Mars qui vont être, voilà, subir cette forte chaleur, et ben en fait ils vont être éjectés, certaines qui atteignent la vitesse de libération de Mars, et ben après ils peuvent être en orbite du Soleil, et ben après éventuellement certains cas atterrissent sur Terre, et ben en fait là ils peuvent contenir des gaz qui sont été présents dans l'époque. Du coup en fait on peut constater que ça vient de Mars parce que les rapports sont les mêmes. Et là en fait ce sont des cratères où ça serait collé de l'eau en fait. Là, vous voyez, c'est sur des images, puisque Mars, c'est le volcan le plus haut du système solaire qu'on connaît, en fait, plus de 22 km de la Terre, Olympus Mons, et ça, c'est des nuages sur Mars. Ça, c'est le sommet du volcan, il culmine au-dessus des nuages.
Voilà, ce sont à quoi ressemble la surface grâce au rover qu'on a actuellement. Et voilà. Ça, c'est, voilà, à l'heure actuelle, en fait, la mission de la NASA se prépare à envoyer la sonde Mars 2020. Donc, voilà. Et après, il y a plusieurs pays qui s'intéressent à envoyer des sondes parce que fenêtre de tir, en fait, c'est chaque 2 ans. Donc, ça tombe que c'est l'été prochain, juillet, août. Donc, il y a la Chine, même les Émirats arabes et l'ESA qui s'intéressent. Du coup, l'ESA, c'est récemment nommé leur rover Rosalind Franklin. Ça serait la deuxième partie de l'ExoMars. Du coup, c'était un effort l'ESA et Roscosmos. Donc, on a vu la première partie, le Trace Gas Orbiter martien et le TSS Schiaparelli, qui a malheureusement pas marché. Voilà, du coup, ça c'est la partie. Pour le coup, là on parle de Mars 2020, NASA. Du coup, ça c'est le rover. Du coup, c'est comme une voiture, ça fait une taille de voiture. Et il y a beaucoup de choses qui sont héritées de rover Curiosity qui est sur Mars actuellement. En fait, on pense à la faire atterrir sur un endroit, sur un cratère qui s'appelle Jezero. Et là, on pense que c'est un bassin, en fait, un delta, en fait, où on pense qu'il y aurait eu, où il y avait de l'eau à l'époque. Voilà. Du coup, le but principal, c'est trouver des traces de vie, des vies anciennes sur Mars. Donc, voilà, ça va servir beaucoup pour une analyse exobiologie. Donc, voilà, pour trouver quel que soit la signe, il y a plusieurs signaux. En fait, il faut trouver ça peut être des minéraux qui sont produits par des micro-organismes. Et également, ça peut aider à caractériser le climat martien. Et géologie, il y aura une foreuse qui va forer sur la Terre de Mars, et ben, qui va faire des échantillons, en fait, qui va les analyser. Et ben, dans les bons cas, ils vont laisser pour les missions qui vont se suicider après, pour les ramener sur Terre éventuellement. Donc il y aura 37 capsules qui vont laisser sur le terrain au fur et à mesure qu'elles avancent dans la mission, destinée à être ramenées sur Terre. Et voilà. Après, il y a une expérience d'extraire d'oxygène à partir de CO2, tout comme un arbre. Donc c'est toute une première sur mission. Et également, il y a une démonstration de technologie pour avoir un drone, un hélicoptère qui va prendre des images, des photos pour caractérisation aérienne dans une première sur Mars. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai resté dans le temps. Si vous avez des questions. Donc vous avez à votre disposition 10 minutes de questions. Donc est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Alors après, si vous avez des questions plus pointues, vous pourrez échanger avec le conférencier en dehors de la salle. Oui, on évoque le drone, mais est-ce que l'atmosphère est suffisamment importante pour qu'il y ait une portance du drone? Parce qu'il y a des hélices qui créent effectivement la portance, mais est-ce qu'il y a une atmosphère suffisante pour pouvoir porter ce drone et qu'il puisse se déplacer? En fait, je pense qu'ils savent ça. Moi, je ne suis pas un expert sur ce drone, mais de ce que je sais, en fait, je pense que c'est ça. Parce que le drone, c'est un moyen qu'on essaie d'employer pour les prochaines missions. Par exemple, il y a la mission Dragonfly sur Titan, parce que Titan, on a une atmosphère assez épaisse. Du coup, c'est pas du coup, là, c'est une nouvelle technologie qui se met en place pour les prochaines missions. Même si l'atmosphère est ténue, en fait, c'est pas à une hauteur très importante. C'est pour se balader dans quelques mètres de hauteur de la surface. Mais sinon, je ne connais pas trop de détails, j'avoue. Donc je vais peut-être pouvoir essayer de répondre, même si, parce que moi je suis pilote, et donc la portance, elle dépend de la masse volumique de l'atmosphère. Donc je pense qu'ils ont étudié, ils connaissent la masse volumique de l'atmosphère, donc ils ont dû étudier la portance en fonction de ça. Donc ça dépend de la masse volumique, ça dépend de la surface à l'air, ça dépend aussi de la vitesse. Et de la pression, la masse volumique, la pression. Hein. Ah ben, elle va être très faible aussi. Mais je pense qu'ils ont dû étudier leur drone pour qu'ils puissent voler, je pense. Il y a peut-être des grandes ailes.
m'évitera d'en reparler demain. En l'occurrence, ça a été testé. Alors, je travaille sur cette mission, en fait. Je travaille sur un instrument qui s'appelle Supercam, qui va partir. Pour ce anticoptère, hein, puisqu'en fait, il a 2 hélices qui tournent en contra-rotation. Il a été testé sur Terre dans un module où ils ont fait le vide à une pression équivalente à celle qui a à 80 km d'altitude sur Terre, donc la pression atmosphérique partielle. Et la seule différence, c'est qu'il y avait la gravité terrestre. Elle est en défaveur puisqu'elle est 3 fois plus importante que la gravité martienne. Donc on peut dire que le test a été fait 3 fois plus sévèrement et il a été fonctionnel. Par contre, il n'y a pas la poussière. Et ça, la poussière, c'est quelque chose qu'on ne va pas tester sur Terre. On verra bien. Donc vous aurez une conférence d'Éric demain après-midi. D'autres questions ? Oui, dans un autre domaine, donc, le système solaire s'est créé, on dit, il y a 14 milliards d'années, à partir d'une nébuleuse. Pardon, 4,567 milliards d'années, ouais. À partir d'une nébuleuse, et cette nébuleuse, elle contenait déjà de la poussière. Est-ce qu'on peut penser encore trouver cette poussière initiale, puisqu'elle s'est transformée quand ça a créé les planètes? Est-ce qu'on peut penser trouver cette poussière dans le nuage de Kuiper ou dans le nuage d'Oort? Eh ben, très bonne question. En fait, ce qu'on avait pensé, que parce que ça a fondu tout ça au début, en fait, c'est qu'il y avait une forte chaleur dans le proto, la star naissante, qu'on n'attendait pas ce qu'il y ait des signaux pré-solaires. Et contrairement, avec certaines météorites, on a découvert des grains présolaires, ce qu'on appelle les grains présolaires, ce qui montre en fait certaines poussières pouvaient résister. Ils étaient suffisamment éloignés, donc, je pense, qui n'ont peut-être pas subi les mêmes chaleurs ou les mêmes interactions. Et donc voilà, on avait trouvé des grains qui prédatent cette date. Encore un astronome. Bonjour. Moi, une petite question au niveau de Jupiter. On entend parler de temps en temps que Jupiter serait un soleil loupé, un soleil manqué. Est-ce que effectivement, ce genre de planètes gazeuses en formation peuvent, par les effets d'accrétion et de gravité très forte, se transformer en astres du type solaire? Et en fait, il faut. Qu'est-ce que fait une étoile? Enfin, elle fait fusionner hydrogène en hélium, en fait. Du coup, il faut avoir cette température et ces pressions pour permettre cette interaction pour pouvoir créer sa propre luminosité pour devenir une étoile. Donc, du coup, avec son masse actuelle de Jupiter, il n'arrive pas à faire ça. S'il avait une masse 70 fois plus grande, il aurait pu faire ça. D'autres questions? Dominique. T'as pas pitié de moi, Dominique. Non, c'est pour Eric. Alors, sur les grains présolaires, on en a retrouvé un il n'y a pas très longtemps. Il y a une publication qui est sortie le mois dernier. Et c'est un grain qui est daté de 2 milliards avant la formation du système solaire. Donc là c'est vraiment un exploit technologique pour aller mesurer les éléments qui sont là-dedans et ensuite en déterminer un âge. Mais voilà, il y a encore des matériaux qui existent. Il y a encore du travail pour les générations futures. Hein. On n'a pas tout regardé dans les météorites. Ils vont pas chômer. Dans une météorite primitive, donc si vous allez voir au stand des météorites demain, il y a les 2 grandes familles de météorites, celles qui ont été transformées parce qu'elles sont passées à l'intérieur de corps planétaires suffisamment gros, et puis il y a celles qui accumulent de la matière qui date de 4 milliards et demi d'années. Et dans ces météorites-là, il y en a qui n'ont été que très très peu transformées, dans lesquelles on trouve des anomalies qui datent d'avant le système solaire ou de la formation de la nébuleuse. Il y a toute une histoire à raconter là. Et on commence à retrouver donc des grains qui datent d'avant. Donc le premier grain qui a été trouvé, il date déjà d'une dizaine d'années. Et il avait quelques centaines de millions d'années avant. C'était pas grand-chose, c'était juste la veille, on va dire. Là c'est carrément un saut qui a été fait, et ça,
Ça ouvre un champ complet de connaissances nouveaux. Bon, Desch, je ne sais pas présenté, tu travailles sur quoi actuellement? Là, je travaille sur la mission Osiris-Rex de la NASA, du coup, qui a pour but de ramener des échantillons d'un astéroïde primitif. Du coup, pour le coup, c'est l'astéroïde Bennu, qui est un astéroïde géocroiseur. Donc voilà, du coup, on va essayer de faire un prélèvement d'échantillons l'été prochain et donc ramener des échantillons sur Terre en 2023. Vous pouvez répéter Oui. Certains Quelle est la technique de récupération de l'échantillon? Parce que dernièrement, je me souviens que les Japonais avaient utilisé une espèce de bille qu'ils ont envoyée sur la surface pour que les éjectats montent. Et puis, je pense qu'ils ont essayé de récupérer ces éjectats. Ou alors, on se pose dessus et puis on récupère avec une petite pelle. Ouais. Quelle est la techno que vous avez choisie? Alors, Aibuzade, du coup, c'est la mission japonaise qui ont fait, qui est une mission pareille, qui étudie un objet primitif. Du coup, c'est l'astéroïde Ryugu. Du coup, qui a fait, en effet, deux prélèvements d'échantillons. Du coup, ils ont utilisé une technique de balle. On envoie une balle et ben en fait, tout en rappelant que ce sont des objets avec peu de gravité. Du coup, en fait, les particules, on parle de régolithes, c'est des petites particules qui couvrent la surface. Donc, ils envoient une balle qui rebondit. Et ben en fait, du coup, ça donnait beaucoup d'énergie au matériel qui sont présentes. Et ben en fait, qui était récupéré dans l'échantillonnage. Du coup, ils ont pris un deuxième aussi sur un cratère qu'ils ont créé avec un impacteur. Du coup, à partir des éjectats de ce cratère, ils l'ont récupéré une deuxième fois ces échantillons. Du coup, c'est la technique des Japonais, c'est d'envoyer une bille, d'en faire donner inertie, comme ça. Mais Osiris-Rex, ils l'ont fait différemment. L'idée de donner de l'inertie au matériel, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est d'injecter du gaz d'azote et en fait donner inertie aux particules et puis récupérer dans un échantillonneur. Il vous reste 1 minute pour poser des questions avant de faire une petite pause et de passer au prochain. Alors moi, je me projette un peu plus dans le futur. Je veux dire, toutes ces études que l'on fait sur les astéroïdes, là, je reste sur le niveau des astéroïdes. Vous avez parlé tout à l'heure de possibilités peut-être d'aller chercher comme des ressources. Quel type de ressources on pourrait tirer de ces astéroïdes? Et est-ce que, on va dire à l'horizon d'une 50aine d'années, une 100aine d'années, est-ce qu'il y a déjà des envies d'aller récupérer ces ressources, les exploiter? Oui, il y a plusieurs motifs en fait. D'une, il y a l'intérêt comme des ressources pour les ravitaillements pour des voyages interplanétaires. Également, il y a des ressources exploitables comme des métals précieux en fait. Donc il y a il y a plusieurs entreprises qui sont basées la plupart au Luxembourg qui s'intéressent à faire ça. Du coup, c'est d'envoyer une sonde qui pourrait récupérer du matériel. Après, il y a plusieurs mécanismes de récupérage, de prélèvement de ce matériel en question, de l'or ou je sais pas, de platine, des objets. Donc ça serait pour le futur, mais là, ils s'investissent déjà pour profiter. Également sur Edelman, il y a plusieurs entreprises. Et voilà. Sinon, l'idée scientifiquement, c'est également ça permet tout ça de bien comprendre. Et également, l'aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de protection planétaire. Parce que ces objets qui se voient modifier leurs orbites à cause des effets Yarkovsky et Yorp. Ce sont des objets, des effets qu'on connaît depuis des années 2000 en fait. Du coup là, on a peu de données pour les caractériser, en fait, c'est modéliser et de comprendre les enjeux et en fait éventuellement éviter un impact sur Terre. On sait qu'il y a un astéroïde qui s'appelle Apophis qui va frôler sur côté de la Terre en 2029. Du coup, ça va permettre également une occasion d'étudier ça un peu profondément. Ouais.
Donc on va clôturer cette conférence qui était à un niveau assez élevé pour moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On fait une pause de quelques minutes. On prend la prochaine intervenante qui va parler des météorites. Voilà.